Bonjour et bienvenue sur Plume à Papote. Je suis ravie de vous retrouver en ce dimanche matin pour une petite papote lecture des familles. Si vous ne le savez pas, si vous êtes nouveau sur la chaîne, cette chaîne en fait YouTube est mon carnet de lecture et donc régulièrement je vous parle de ce que j'ai lu dernièrement hein. Et là vous allez me dire mais le mois de février est pas fini, tu nous sors un peu la vidéo quelques jours en avant. C'est tout simplement parce que ces derniers jours de février je les consacre à la lecture et je suis en train de vous tourner un vlog, donc je me suis dit que j'allais vous parler en vidéo un petit peu plus traditionnelle des 8 livres que j'ai lus depuis le début du mois. On va tout de suite commencer par un manga. Ce n'est pas une habitude sur ma chaîne. Ma cousine voulait revendre ce manga, je l'avais vu sur son Vinted et je lui avais dit bah tiens je vais te le racheter. Du coup elle me l'a offert, merci à elle. Et donc il s'agit des Carnets de l'apothicaire, le tome 1. Je pense que c'est adapté d'un roman si j'ai bien tout suivi. C'est un manga qu'on voit passer un petit peu partout, qui a énormément de succès. Honnêtement ça se lit bien, ça se lit vite, mais c'est pas ma came. Je trouve qu'il y a trop de choses que je maîtrise pas. J'arrive pas du tout à m'attacher au personnage du coup. Donc je pense pas à lire la suite de la saga, sauf si elle me tombe entre les mains au bibliobus ou quelque chose dans le genre. Mais sinon, non. En fait, on va suivre une jeune fille qui a 17 ans, qui a été enlevée de son village alors qu'elle était la guérisseuse, l'apothicaire pardon, et elle se retrouve donc servante dans le palais de l'empereur. Et donc elle est coupée du monde extérieur, elle peut pas faire ce qu'elle veut, et il faut savoir que ses ravisseurs en fait touchent son salaire. Ne me demandez pas pourquoi, comment, c'est un système à la con, mais bon apparemment c'était comme ça. Et donc il y a beaucoup de complots, il y a beaucoup de manœuvres, et elle va se faire bien voir d'une des concubines de l'empereur. Et parmi ce pavillon, dans ce pavillon des femmes, des concubines, il y a un homme, je vous le montre, il est là, je sais plus son nom, qui supervise et qui chapeaute un petit peu tout et qui aime bien la faire sortir de ses gonds. C'est pas que c'est pas bien, c'est juste que je suis pas le public et j'ai d'autres choses à lire, donc je pense pas continuer. Là, ça début du mois, j'ai lu Le restaurant des recettes oubliées de Hisashi Kashiwai. Donc c'est un livre feel good, je peux pas le lire autrement, très dans la contemplation, dans les sentiments, dans l'émotion, dans la description. C'est une chouette petite édition. En fait on va suivre ici le patron d'un restaurant de Kyoto. Le restaurant est totalement caché, il n'y a pas d'enseigne, etc. Donc il n'y a que les habitués qui peuvent s'y rendre et les gens qui tombent sur une annonce dans un magazine spécialisé de restauration. Le but c'est d'aller dans ce restaurant des recettes oubliées pour retrouver une recette oubliée. Voilà. En gros, il y a 6 parties et on va suivre 6 personnages différents qui débarquent dans le restaurant. Dans le premier chapitre de la partie, les gens goûtent tout ce que le restaurant a à offrir, en sachant que le patron dit aux gens comme c'est la première fois que vous venez, c'est moi qui vous fais. Il y a un moustique. D'où est-ce qu'il y a un moustique en février quoi? C'est quoi ce réchauffement climatique? Donc bref, le patron en fait choisit le menu. C'est un truc oui service, j'ai l'impression. C'est un truc de dingue. Les gens qui vont dans ce restaurant, ils mangent super bien. Et puis dans le deuxième chapitre, en fait, ils font part, fin du premier chapitre, ils font part de leur demande pour la recette qu'ils souhaitent remanger, le plat qu'ils souhaitent regoûter comme dans leur souvenir, à l'identique. Et le patron va donc faire toute une enquête. Alors on ne suit pas l'enquête, on arrive directement, il y a une ellipse temporelle 15 jours plus tard au deuxième chapitre, où les gens reviennent manger. Voilà la recette qu'ils ont souhaité suivre. Et au fur et à mesure, en fait, en trame, il y a une évolution chez les personnages, bien entendu. On en apprend plus sur ce chef et sur sa fille qui tient le bureau des recettes oubliées, des demandes pour les recettes oubliées. Voilà, c'est tout mignon, c'est très chouette. J'ai franchement apprécié ma lecture. Ça se lit très très vite. Pour tout vous dire, j'ai prévu ce week-end de lire le tome 2. Voilà, c'est très à la mode, on va pas se mentir. Je suis contente d'avoir découvert cette plume là, c'est un petit peu plus original et différent de la littérature blanche qu'on a l'habitude de voir en francophonie. Donc belle découverte. Si vous avez envie de quelque chose de contemplatif, voilà. Donc dans la même veine que le restaurant des recettes oubliées, j'ai lu Elle et son chat
de Makoto Shinkai, ou Shikai, Makoto Shinkai et Naruki Nagakawa. Donc voilà, c'est publié chez Charleston, c'est une très belle petite couverture qui donne envie et la couverture d'ailleurs avait attiré mon regard en librairie au moment de choisir mon cadeau de Noël, parce que oui, c'est un de mes cadeaux de Noël. On est clairement sur la même chose qu'ici, sauf que là on a 6 parties et on va suivre les histoires de chats et de leur maître à travers un quartier. On ne sait pas si on est à Tokyo ou quoi, on ne sait pas où on est en toute honnêteté. Le prologue, c'est un chaton qui se fait adopter par une de ses par une maîtresse, par une femme qu'il va appeler elle, puisque il ne connaîtra pas son nom, et on va suivre un petit peu leur quotidien. Et puis au fur et à mesure des différentes parties dans l'évolution du roman, on va suivre d'autres personnages, d'autres chats, mais qui sont tous liés par quelque chose. Et en fait, si c'était par leur félin. C'est à nouveau un roman très contemplatif, très mignon, feel good. Voilà, si vous voulez vous distraire avec des bons sentiments, des belles émotions, n'hésitez pas. C'est mignon parce qu'il y a des petits chats dans différentes positions au début de chaque partie. Moi j'ai bien aimé, mais sans plus, en toute honnêteté. J'ai pas trouvé les histoires des différents maîtres si intéressantes que ça. Il y a beaucoup d'anthropomorphisme, c'est pas facile à dire, sachez-le. Donc on projette des sentiments humains sur les félins. Voilà, on aime ou on n'aime pas. En attendant, c'était une chouette lecture, mais je pense pas en garder un souvenir impérissable. D'ici 3 semaines, je pourrai plus vous raconter le livre. Je pense que ça plaît particulièrement aux gens qui ont des chats. Donc si vous avez un chat, procurez-le vous. Ça vous fera plaisir, très honnêtement. Moi, ça me faisait plaisir. Je m'imaginais dans le livre avec mon petit chat. Donc en numérique, j'ai lu un service presse. Je vous mets la couverture ici. Il s'agit de Amoureux du nombre de Antoine Ligonnet. Antoine m'a pris dans ses partenaires pour la première partie 2024. En attendant sa nouvelle publication, il m'a fait parvenir ce service presse en numérique que j'ai bien apprécié, même si c'est pas du tout un coup de cœur et même si j'ai quelques bémols, mais que je comprends totalement. Donc d'abord le pitch, il faut savoir. Donc on va suivre Simon, qui est un lycéen, c'est sa dernière année d'études, il est pas très loin du diplôme, il est fan de danse et il est gay. Alors il est ouvertement gay, mais il s'affiche pas non plus 36 000 fois quoi. Et comme tous les adolescents, rappelez-vous de cette époque, si vous êtes comme moi et que vous avez la trentaine bien entamée, on se posait cette question de dire quand est-ce qu'on va embrasser quelqu'un pour la première fois, quand est-ce qu'on va avoir quelqu'un, un copain ou une copine pour la première fois, le premier date, le premier encart, etc. Donc voilà, c'est un roman totalement adolescent, sachez-le si vous choisissez de le lire. Et donc on a le compte rendu de sa vie d'adolescent et de sa dernière année de lycée, ce qui a permis de me remémorer plein de souvenirs. C'est écrit vraiment d'une façon adolescente puisque c'est un point de vue en jeu et en ça c'est super bien retranscrit parce que enfin moi je sais pas vous, mais moi je me souviens que j'étais quand même un petit peu beaucoup larmoyante et atermoyante quand je pensais à l'amour et j'avais certaines envolées lyriques dans ma tête et dans mon journal intime. Bref, c'était un peu du même acabit ici. On va suivre en fait Simon avec tout son groupe d'amis sur ces derniers mois au lycée, ses derniers projets, le fait qu'avec ses parents ça aille pas trop parce qu'en fait sa grande passion c'est la danse et donc il a pas envie de suivre des grandes études alors que ses parents le poussent à ça. On va le suivre également avec son groupe d'amis et où il y a des hauts et des bas, mais rappelez-vous à nouveau du lycée, en tout cas pour moi du secondaire, où on changeait de groupe d'amis comme de chemise et on se disputait avec ses amis pour un rien. Et ce qui va arriver à Simon, c'est un truc un petit peu incroyable. Il va lors d'une soirée être embrassé par un garçon, mais dans le noir complet, donc il ne sait pas de qui il s'agit et ce garçon va le recontacter et va être son admirateur secret. On voit l'intrigue venir de très loin, en toute honnêteté. Moi j'avais trouvé qui était cette ombre vraiment au milieu
ouais, un petit peu avant le milieu du livre, mais ça n'empêche que tu lis le bouquin pour savoir si t'as raison ou pas. Et donc comme je vous ai dit, c'est vraiment écrit d'un point de vue adolescent et ça remet vraiment les choses dans cette optique-là. Il y a certains côtés, à certains moments, je me disais Simon, t'es vraiment larmoyant, t'es vraiment chiant en fait, mais c'est le propre de l'adolescence. Donc je comprends totalement pourquoi il était comme ça, pourquoi ce personnage était comme ça, pourquoi ce personnage éclatait en pleurs quasiment toutes les 10 pages, j'ai eu l'impression, même peut-être avant. Et puis en me remémorant mon adolescence, j'étais là, mais oui, mais en fait... j'étais comme ça et il y avait plein de gens qui étaient comme ça également, donc je comprends un petit peu mieux. Mais donc voilà, je préfère vous prévenir quand même que c'est une écriture très jeunesse qui plaira très certainement aux adolescents. Pour moi, je pense que je suis un petit peu trop vieille pour ce style d'histoire, mais ça m'a totalement rappelé les premières fanfictions que je pouvais lire, les premiers romans MM que je pouvais lire, etc. Donc voilà, je vous le conseille quand même, faites-vous votre propre opinion. Et je dois dire que j'ai très très hâte de lire la prochaine publication d'Antoine, parce que les thèmes qui sont abordés me parlent à fond. Je vous recommande quand même Amoureux du Nombre, mais je vous préviens, si vous avez mon âge, il faut le lire en mode je lis un truc comme quand j'étais adolescent. Après avoir lu Amoureux du Nombre, j'étais encore dans cette vibes, j'ai envie de romance et ainsi de suite. En plus c'était la Saint-Valentin, enfin c'était le mois de la Saint-Valentin, le mois de l'amour, donc j'ai été déterrée dans ma pile à lire. Enfin non, je dis déterré, mais il était pas, ça faisait pas si longtemps que ça qu'il était dans ma pile à lire. J'ai été chercher Dragon Squad, le tome 1 de Violet Banks, donc ça s'appelle Fini de jouer. Et on va suivre ici une romance sportive entre deux sportifs, donc c'est une romance MM. On suit, c'est Abel, mais il aime pas se faire appeler Abel, donc son petit surnom c'est Marc, je pense que c'est ça, qui a toujours rêvé de jouer au rugby à un haut niveau, d'intégrer l'équipe nationale de rugby, à savoir le Pays de Galles, puisqu'il est originaire de... c'est Cardiff ou Belfast? Je crois que c'est Belfast, j'ai un doute maintenant. Vous vérifierez ça vous-même dans le résumé. Et donc Marc a toujours voulu jouer au rugby, mais à niveau national, avec son meilleur ami. Le problème, c'est que la vie n'a pas été tendre avec son meilleur ami, qui était aussi son voisin et son ami d'enfance. Sa maman est décédée et donc son papa a décidé de retourner dans son pays d'origine, à savoir la Nouvelle-Zélande. Et donc le meilleur ami, lui, d'ailleurs j'ai oublié son prénom, attendez je retourne, Alexander, voilà. Donc c'est Alexander. Son meilleur ami, lui, joue au rugby, mais pour la Nouvelle-Zélande, et il a atteint un très bon niveau. Sauf que là, cette année, c'est le mondial de rugby, la Coupe du monde de rugby, je pense que c'est comme ça qu'on dit, et les deux amis vont être sélectionnés pour l'équipe du Pays de Galles. J'allais le dire en anglais, mais ça allait pas beaucoup vous avancer. Et donc ça va être toute l'histoire de leur retrouvaille, et également le fait que Alexander fasse son coming out à son meilleur ami, mais peut-être pas au monde entier. Voilà, puisqu'on sait que le monde du sport, c'est pas toujours hyper open, hyper ouvert. Voilà, j'ai bien aimé retrouver la plume de Violet Banks. Le bouquin a fait le taf, franchement. Je voulais une romance MM mignonne, j'ai vraiment eu ça, donc je suis très très contente. C'était moins cru d'ailleurs que Amoureux du Nombre. Amoureux du Nombre était beaucoup plus cru, c'était plus mignon. Donc voilà, j'ai bien aimé en toute honnêteté, même si je trouve que la plume était moins aboutie que dans Pure Light, de la même autrice que j'ai lu avant. J'ai adoré Pure Light, c'est vraiment une de mes romances MM préférées que je recommande à tout le monde. Voilà, ici, je suis un petit peu restée sur ma faim au niveau de sa qualité d'écriture. Mais en fait, c'est normal parce que ce livre-là a été écrit et publié avant Pure Light. Et donc, ça montre bien qu'une carrière d'auteur, ça évolue, ça change, et qu'il faut parfois retenter le coup quelques années après ou quelques livres plus tard, puisque un auteur que vous aurez trouvé peut-être nul, eh bien va continuer à s'améliorer. Ou au contraire se rétamer peut-être pour certains, allez savoir. En attendant, ça m'a donné envie de lire la suite, le tome 2, que j'ai pas en ma possession, je me retiens pour pas l'acheter en toute honnêteté, et à savoir également que on a l'apparition de certains personnages de sa première saga, Les Hommes de Cardiff, et donc ils sont là.
c'est une sous-intrigue que je comprenais pas très bien, que j'étais là, pourquoi les avoir mis. Et puis en fait en faisant mes recherches j'ai vu que c'était toute une première saga et donc c'est peut-être un peu plus du fan service de la part de l'autrice, mais voilà, si j'avais lu la première saga honnêtement j'aurais été ravie de les retrouver. Du coup est-ce que je lirai la première saga de Violet Banks? Oui bien sûr, je me la procurerai dès que la montagne à lire aura baissé, hein, vous-même vous savez. Ensuite j'avais toujours dans le mood romance et j'avais envie de lecture qui allait vite, donc j'ai sorti Désir de Rowan Lockhart qu'en fait j'avais dans ma pile à lire depuis quasiment le même temps que Dragon Squad, mais je le savais pas. Et il faut savoir que j'ai postulé auprès de Rowan pour être partenaire, donc voilà, j'ai droit à des services presse, ou en tout cas à Love and Game qui va sortir fin avril, et je ne m'étais même pas rendu compte en fait que j'avais ce bouquin dans ma pile à lire avant de postuler. Donc je me suis dit, tu sais quoi, c'est l'occasion, parce que je pense que Love and Game va beaucoup me plaire, donc découvrons un petit peu plus sa plume, et c'est ce que j'ai fait donc avec ce livre-ci, qui est en fait le dernier d'une trilogie. Donc voilà, après on peut le lire sans avoir lu les deux premiers, moi j'ai tout compris, j'ai tout bien capté, c'est juste que dans les deux premiers tomes vous avez les histoires des amis du couple qu'on suit ici, et c'est tout mignon, ces deux amis, ça se passe au Japon tiens en fait. Je vous dis, j'ai fait que des lectures japonaises en fait, quasiment. On suit l'histoire de deux amis, tiens ça me rappelle Dragon Squad, des amis d'enfance qui sont voisins à nouveau. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression d'avoir lu les deux mêmes livres, mais celui-ci est très différent. Ils jouent dans le même groupe de musique, ils sont au début de leur vingtaine, ils cherchent un petit peu à voir tiens qu'est-ce qu'on va faire de notre vie, etc. C'est quoi la suite, est-ce que je quitte la maison, est-ce que je quitte pas de la maison, oui mais si je veux m'installer dans un appartement j'ai pas les moyens, etc. etc. Donc c'est un petit peu difficile ce début de vingtaine, surtout que en fait ces deux meilleurs amis, ils s'aiment en fait, que ce soit Daisuke ou que ce soit du côté de Daisuke ou du côté de Sai. Donc il y a des sentiments, etc. Et puis en fait comme Daisuke multiplie les conquêtes et que Sai l'entend parce que la cloison entre les deux maisons est très fine, un jour il va lâcher le morceau et dire à Daisuke qu'en fait il veut plus avec lui, sauf qu'il ne se sent pas au niveau de Daisuke et qu'il pense qu'il va rendre Daisuke très 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 malheureux à cause d'un secret qu'il garde en lui depuis des années. Je vais pas vous révéler son secret, même si je le trouve très très intéressant et que ça vaudrait le coup de marketer le livre là-dessus. Mais je vais pas vous le dire pour que vous ayez la surprise. Et voilà, voilà, c'est une belle romance. Honnêtement, moi je l'ai bien aimée. Ça a fait le taf parfaitement dans mon quotidien ultra méga stressant parfois, et où j'avais besoin d'un petit peu de douceur, où j'avais besoin d'un petit peu de rêve et ainsi de suite. Il y a certaines parties très graphiques dans le roman, mais c'est pas fait gratuitement. Je trouve que c'est super bien amené et que ces scènes sont décrites avec une certaine pudeur quand même si c'est très graphique, et une certaine délicatesse. Donc voilà, honnêtement j'ai beaucoup aimé la plume de Rowan, et ça ne présage que de belles choses pour quand je vais pouvoir lire Love and Game, et donc comme je vous ai dit ce sera plutôt au mois d'avril que ça sortira. Et donc le dernier livre que j'ai à vous présenter, c'est celui-ci, One Last Stop de Casey McQuiston, que j'ai dans cette édition collector disponible chez Illumina Crate. Le bouquin est toujours disponible d'ailleurs, et quand il est vendu avec Red Royal Blue, je pense que c'est ça le titre en anglais, c'est My Dear Fucking Prince de la même autrice. Donc je vous montre parce que voilà, je l'ai montré partout lors de mes streams Twitch et ainsi de suite, parce que c'était la lecture commune du mois de février organisée par Plume à Papote en hommage à Sappho, parce que il s'agit d'une romance saphique, et j'ai trop adoré ce bouquin, l'édition, l'écriture, tout ça. Regardez-moi l'intérieur comme c'est mignon tout plein. En plus il y a un petit jaspage, et achetez le bouquin, j'ai envie de vous dire, achetez le bouquin tellement il est génial.
génial. Gros coup de cœur pour moi. Donc on est sur une romance fantastique avec un élément fantastique entre August et Jane. Donc August, elle vient s'installer à New York. Elle a aussi la vingtaine. Elles doivent terminer ses études et elle a cette impression de n'appartenir à personne, d'être totalement détachée, de ne pas avoir de connexion avec les gens. Et donc elle se dit que voilà, elle va pouvoir se perdre dans New York parmi la foule. Sauf que elle se trouve un appartement avec des colocataires absolument géniaux et queer qui vont l'adopter. Et elle se trouve également un petit boulot chez Pancakes Billy's House of Pancakes, voilà, donc dans un restaurant de pancakes. Et là aussi en fait ses collègues, même s'ils sont un peu rustres comme ça de premier abord, vont aussi l'adopter et lui fournir une famille. Et lors de sa première journée à l'université, August donc prend le métro, le Q, la ligne Q de New York, et elle rencontre Jane qui est ici, cette femme d'origine chinoise absolument magnifique et sublime qui va lui juste passer son écharpe puisque Auguste est un petit peu maladroite, elle s'est renversée du café partout, etc. Et ça va être leur histoire, en sachant qu'il y a quelque chose, il y a une aura de mystère qui entoure Jane, et il y a quelque chose d'un petit peu particulier autour de cette femme. Donc je pense que là, pour le moment, pour la lecture commune, tout le monde a adoré le livre, mis à part que la traduction en français est parfois un petit peu bancale et à des niveaux, à des procédés de langage, des procédés linguistiques qui sont pas géniaux, mais je peux que vous dire de foncer sur cette lecture. Je pensais pas l'aimer autant parce que My Dear Fucking Prince, ça n'avait pas du tout été un coup de cœur. Je l'avais lu en français il y a quelques années, j'ai revendu le bouquin pour vous dire. J'en ai pas fait une critique élogieuse sur ma chaîne ni sur mes réseaux sociaux, et en fait en ayant terminé ce bouquin-ci, je me suis dit que c'était la faute de la traduction et que donc comme en achetant ce bouquin-là j'ai reçu My Dear Fucking Prince en anglais, et ben je vais le relire et me refaire peut-être un autre avis, mais je suis totalement tombée amoureuse de August, totalement amoureuse de Jane, totalement amoureuse de ses colocataires qui sont géniaux. Il y a énormément de diversité dans le bouquin, il y a de l'effervescence new-yorkaise, etc. Il y a cette idée de famille trouvée, vous voyez, et puis il y a tout en sous-ton de ça, il y a toute l'histoire de la communauté LGBTQ, des luttes sociales qui ont eu lieu à partir de Stonewall, etc. Et donc, bref, j'ai trouvé ce livre absolument génial. Je peux que vous le recommander. Voilà, c'est une super bonne romance contemporaine. Là c'est mon premier top de 2024. C'est une romance donc saphique, donc on pourrait se dire c'est comme une romance MM. Ça dépasse tout. J'ai trop aimé. J'ai trop aimé. Voilà. Tout était trop bien dans ce bouquin. Je trouve que la façon dont est décrite la vingtaine, avec ces personnages qui sont paumés, qui sont là en mode qu'est-ce qu'on va faire de notre vie en fait, qu'est-ce qu'on doit faire une fois qu'on a fini nos études et ainsi de suite, ça m'a tellement rappelé moi il y a 15 ans maintenant. Il y a 15 ans, et j'étais là, ah mais oui, je me souviens tellement de ces moments où t'as juste envie de pleurer parce que là t'es censé être adulte mais tu sais pas où tu vas. Et oui, enfin qu'on se le dise, la vingtaine n'est pas une période facile. Moi je vis beaucoup mieux ma trentaine que ma vingtaine, en toute honnêteté. Donc je digresse. Voilà, je n'ai qu'une envie, c'est me procurer tous les livres de l'autrice. Il me reste encore I Kissed Sarah Wheeler de Casey McQuiston à lire, et je vais me le procurer très vite, sachez-le, mais en anglais parce que c'est fini, je fais plus du tout confiance aux traductions. Donc voilà, allez-y, foncez, achetez-le en anglais, en français, mais achetez-le. Et lisez-le, surtout lisez-le, et dites-moi si pour vous aussi c'est un coup de cœur, un méga top ou au contraire un flop. Comme vous pouvez le voir, le mois de février a été hyper méga bénéfique. J'ai bien choisi mes lectures. Je pense que le vlog qui suivra pour terminer, pour conclure le mois de février, sera dans l'ensemble assez positif également.
On verra, puisque je suis en train de vous le tourner au moment où je vous parle. J'ai pas encore énormément avancé. C'était en tout cas un mois placé sous le signe de la littérature japonaise, sous le signe également de la romance. Bref, j'ai kiffé ma life avec ces lectures. J'espère que vous avez fait aussi de magnifiques lectures pour le mois de février. N'hésitez pas à me les mentionner en commentaire ci-dessous, ainsi qu'à liker la vidéo, à la partager si cela vous tente. Et je vous dis à la prochaine sur Plume à Papote. Bye bye.